Vous savez, j'ai rencontré Pierre Macorlan en 1948. J'avais 18 ans. Moi, j'étais venu à Paris pour être, à l'époque, journaliste. Et puis, comme j'avais besoin de gagner ma vie, je suis devenu courtier en librairie. C'est un métier qui existait autrefois. Je crains qu'il soit disparu. À l'époque, on trouvait sur les quais de la Seine des livres en édition originale, puisque c'était dans l'édition originale que je m'étais un peu spécialisé, et on les achetait le matin. Je simplifie. Et avec un peu de chance, on les revendait l'après-midi. Voilà, en faisant un bénéfice. Je travaillais beaucoup avec un libraire de la rue de Seine qui s'appelait Richard Anacréon et qui avait une librairie qui s'appelait précisément l'Original. Et là, j'ai rencontré Pierre Macorlan à plusieurs reprises. Il venait régulièrement, une fois par semaine, à Paris. Il se faisait conduire par un habitant de Saint-Cyr-sur-Morin dans sa propre voiture. Et parfois, j'ai déjeuné avec lui, car il déjeunait toujours au même endroit, rue Christine, dans un restaurant qui s'appelait La Reine Christine. Et un jour, par gentillesse, il m'a proposé de travailler à un numéro qu'une revue allait lui consacrer. C'était Hachette, je pourrais me tromper, mais je ne crois pas, qui à l'époque publiait une revue mensuelle qui s'appelait Biblio et qui était consacrée à un écrivain. Et là-dedans, on faisait toute la bibliographie de l'écrivain, tout ce qu'il avait publié depuis le premier jour, et en plus, on faisait une petite bio et un article qui lui était consacré. Donc, Macorlan m'a demandé, ce qui était très gentil, c'était pas bien payé, mais c'était très gentil, de m'occuper de ce numéro, ce que j'ai fait. Donc, pour cela, un jour, il m'a dit, ce serait quand même bien que vous veniez à Saint-Cyr et qu'on passe une journée tous les deux. Et je suis donc venu à Saint-Cyr, la veille du rendez-vous, j'ai couché dans une auberge là-bas, un petit hôtel, qui, je crois, existe toujours. Et le lendemain, je suis allé voir Macorlan. Il vivait là, dans cette maison qui est toujours là et qu'on peut visiter, avec sa femme, son petit bulldog. Macorlan, pour moi, est aussi important à cause de Giono. Je correspondais avec Jean Giono, je ne l'avais pas rencontré, et je voulais être objecteur de conscience. Et Giono, comme vous savez, avait été un pacifiste très militant, on le lui reprochait, avant la guerre. Donc, j'ai écrit une lettre sur ce sujet-là, et je lui ai dit ce que je faisais à Paris. Et Giono m'a répondu, et il m'a dissuadé d'être objecteur de conscience, mais il ajoutait cette phrase qui m'a beaucoup plu. Si vous voyez Macorlan, dites-lui que c'est grâce à lui que j'ai pu continuer à écrire en le lisant quand j'étais à la banque et que je découpais, je ne sais plus comment on dit, les coupons. Alors, et de son côté, Macorlan m'a dit « il faut que vous lisiez le Moulin de Pologne ». Dans toute cette histoire, Macorlan, Giono, après je suis devenu très proche de Giono, j'ai habité chez lui pendant un an, j'ai habité à côté de chez lui pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis président du prix Jean Giono et je entretiens avec sa famille qui est un peu la mienne.
parce que j'ai connu ces filles, j'avais un petit peu plus vieux, j'allais avoir 19 ans. Donc, et je suis entré dans cette famille Giono très profondément. Ne croyez pas que je m'éloigne de Macorlan. Donc, je ne peux pas, tout ça c'est une famille plus ou moins proche qui se tisse. Je peux citer Aragon bien sûr, et je peux citer Cocteau bien sûr, puisqu'aujourd'hui je suis titulaire du droit moral sur l'œuvre de Jean Cocteau. Tout ça pour montrer que, comme je viens de le dire, ça fait partie d'une famille. Macorlan m'a plu toujours, moi. Je suis né dans une île, l'île d'Oléron. Je suis d'une famille de marins. Et donc, comment résister à Macorlan? Comment résister à Macorlan? Bon, je n'ai jamais résisté à Macorlan. Et j'ai considéré depuis le début que Macorlan était un écrivain. Je vais être précis. On va s'abstenir de grands écrivains, de plus grands écrivains. Pour moi, il y a une ligne de démarcation. Il y a d'un côté les écrivains et de l'autre côté des gens qui écrivent. C'est pas tout à fait pareil. Macorlan est un écrivain. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je veux dire, je ne pense pas que si vous parlez de Macorlan à un autre écrivain, très jeune même aujourd'hui, il ne sera pas dit. Je suis sûr qu'il sera de mon avis. Macorlan est un écrivain dont l'œuvre est multiple et qui, à mon avis, c'est ce qu'on essaye de faire dans un comité que j'ai constitué, et en créant un prix pour un peu raviver sa mémoire, je le trouve encore dans un purgatoire regrettable, et je pense qu'il mérite mieux que ça, vraiment mieux que ça, que sa vie d'abord. Il dirait que la vie et l'œuvre n'ont parfois rien à voir, mais déjà sa vie étant si particulière, la façon dont il a construit sa vie, dont il a construit sa jeunesse. Et ce qui me plaît encore chez Macorlan, que j'admire beaucoup, et j'aime les gens comme ça, c'est ce que les Anglais appellent un armchair traveler, ce qui veut dire un voyageur immobile. Il a d'ailleurs écrit un de ses plus beaux livres sur comment on devient un parfait aventurier en restant chez soi. Vous savez que Xavier de Maistre avait déjà écrit Un voyage autour de ma chambre. Et ce qui est beau chez Macorlan, c'est qu'il a écrit plein de voyages autour de sa chambre. Et là encore Giono, mais je pourrais dire Faulkner aux États-Unis, il a écrit un voyage autour de son petit village de Saint-Cyr-sur-Morin. Et il n'y avait pas d'horizon borné. Au-delà comme au-delà Manosque, Giono, et de sa petite ville américaine, Faulkner, ce sont des écrivains qui voyaient loin. Je veux dire qu'ils n'étaient pas bornés par un horizon. Et Macorlan a vu loin. Je terminerai peut-être par dire que j'ai réuni quelques écrivains autour de ce prix Macorlan qu'on décerne chaque année, et que tout de suite, quand je leur ai demandé de venir, il y a eu un grand enthousiasme. Et personne ne m'a dit qui est Macorlan. Je veux dire, ils avaient lu Macorlan, ils connaissaient Macorlan, ils admiraient Macorlan, et ils étaient tous heureux de venir défendre la mémoire de Macorlan et l'œuvre de Macorlan. C'est ce que j'essaie de faire. Pourquoi? Mais la maison de Cocteau, c'est moi qui l'ai entièrement
restauré complètement et transformé, qui est transformé la maison personnelle de Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt, en une maison d'écrivain, où il y a des expositions qu'on visite, où il y a plein d'objets, comme chez Macron d'ailleurs, où il y a plein d'objets qui ont appartenu à Cocteau et qui n'ont pas bougé depuis sa mort. Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que moi, j'aime les souvenirs. Je ne suis pas nostalgique. Hein. Ne croyez pas que je suis un nostalgique. J'aime les souvenirs. Là, vous êtes dans une maison qui a été une maison de couture, la maison Yves Saint-Laurent, qui est devenue une fondation que j'ai créée. Et il faut préciser que dans cette maison, je conserve presque tout depuis le premier jour. Pourtant, dans la vie, je ne suis vraiment pas un conservateur. Mais dans ces domaines-là, oui, je conserve tout. Je ne suis pas un choix religieux, c'est pas ce que je veux dire. Mais il me semble important de mettre comme ça des jalons dans le temps. Parfois, je suis venu au secours de maisons pour des raisons différentes. Celle d'Émile Zola, à mes dents. C'est un écrivain, certes, Émile Zola. Il est du bon côté, pas de problème. Mais pour moi, ce n'est pas le plus grand écrivain. Je suis trop flaubertien pour aimer Zola. Voilà une chose. Deuxièmement, je ne suis pas juif. Pourtant, pourquoi Zola? Parce que vraiment, ce que Zola a fait au moment de l'affaire Dreyfus, je rejoins vraiment Anatole France, c'est un moment de la conscience humaine. Et plus je suis là-dedans, plus je lis ou plus je découvre, plus j'ai une admiration pour l'homme Zola absolument sans borne. Je trouve que cet homme à qui on ne demandait rien et qui n'avait rien à demander, qui vivait de sa plume, c'était formidable, a tout risqué. Il a été exilé, enfin il a tout risqué pour défendre un innocent. Et je ne peux pas m'empêcher d'admirer ça. Voilà une raison aussi, mais ça en est une autre, pour laquelle j'ai voulu sauver la maison d'Émile Zola et pourquoi je veux aujourd'hui construire un musée Dreyfus dans la maison d'Émile Zola. Si vous voulez, on entre dans cette histoire Dreyfus une seconde. Musée est impropre, mais gardons-le parce que c'est plus facile. En fait, ça sera un centre de documentation à Fred Dreyfus. Et là, il n'y aura pas de choses rares, parce qu'elles ne sont pas tirées à l'exemplaire, mais il y aura toute cette explication d'affaire Dreyfus, y compris plein de caricatures immondes qui ont été faites et sur Zola et sur Dreyfus, et tous les articles de journaux, pas seulement J'accuse, qu'on pourra faire pour, en effet, pédagogie, pour que les jeunes viennent, les scolaires viennent, qu'on leur montre ce que le racisme peut avoir d'immonde. Bien sûr qu'il y a une dette, mais ça, c'est vraiment commun. Il faut avoir la précision là-dessus, le reconnaître. Quand vous lisez un écrivain, quand cet écrivain a d'une certaine manière modifié ou votre regard, ou votre écoute, ou peut-être votre vie, bien sûr que vous avez une dette à son égard, bien sûr. Moi, tous les gens que j'ai cités sont des gens dont je me sens redevable, bien sûr. C'est la vérité. Et puis vous savez, si on parle de Macorlan, que finalement je ne l'ai pas connu si longtemps, puisqu'après j'ai quitté Paris et je suis allé vivre chez Giono. Mais qu'un écrivain de sa qualité ait pris, je ne sais pas pourquoi, la peine de s'intéresser à un garçon qui avait 18 ans, qui ne connaissait pas, et de lui faire confiance, et de lui demander quand même d'établir ce petit mensuel
qui était vraiment, vraiment très, très bien et que Macorlan avait beaucoup aimé, je ne peux pas oublier. Moi, j'aime la générosité. Et c'est pour ça que j'essaie de rendre ça